Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un scanner 3D, le Raptor de Creality, un scanner qui est capable d'utiliser ce qu'ils appellent un laser bleu. Un laser bleu c'est quoi? C'est un laser capable d'identifier certaines matières qui ne sont pas détectées par l'infrarouge, comme notamment les matières sombres. Sachant qu'il détient aussi la technologie infrarouge. Allez, le mieux c'est que je vous montre un peu ce que j'ai fait avec ce scanner, juste après le générique, c'est parti. Commençons par votre moment préféré, l'unboxing. Alors je le fais très vite, vous savez que l'unboxing ça me fait chier parce que je trouve qu'il n'y a jamais rien d'intéressant à dire, mais je sais que certains aiment bien. Donc vous voyez qu'on a cette valise moussée avec notre scanner, des prises, des embouts de prises. Je le fais vite parce qu'on s'en fout royal en fait. Voilà, le câble qui va vous permettre de le brancher à un ordinateur, le secteur d'alimentation et la gueule du scanner qui est ici. Ensuite là-dedans vous avez pareil des capuchons de prise selon si vous êtes français, suisse, gitan, j'en sais rien, bref, plein d'embouts. Une notice et un tapis noir qui va vous permettre de garder les choses propres. Un tableau de calibration, c'est la truc blanc que vous avez vu en dessous, la notice qui est également en français pour les quelques informations que vous pouvez trouver, pourquoi pas, il y a 2 pages, hein, mais ça suffira pour commencer. Ensuite, vous raccordez votre scanner à une prise d'alimentation externe et en USB à votre appareil. Alors, sachant que là, je l'ai mis sur le mini PC, mais mon mini PC n'était pas du tout performant pour utiliser ça. Vous pouvez soi-disant aussi l'utiliser avec le mobile. Hein. Alors, je ne l'ai pas fait. Je m'en suis servi pour télécharger un driver que j'ai mis sur le scanner parce que le scanner a besoin d'être mis à jour pour être utilisé avec l'application Creality. Donc, je suis parti sur un vrai PC de guerre, hein, pas celui que vous venez de voir avec une vraie carte graphique. Et j'ai commencé par une calibration. Donc, j'ai suivi la notice. Hein. J'ai mis cette espèce de planche avec les petits points dessous et j'ai suivi les instructions qui m'ont demandé d'orienter, de lever, de baisser à plusieurs degrés en me disant tiens, là, tu chauffes, tu refroidis. Bon, peut-être que c'était pas nécessaire à faire au début. J'ai voulu le faire, hein, vu que je suis vraiment mauvais avec les scanners 3D. Je me suis dit, on va faire les choses un peu correctement. Hein. Donc là, on voit les cadres qui apparaissent en jaune qui vous dites non, oriente un peu plus vers là, ou plus vers là, ou plus vers là. Et sur la gauche, vous voyez qu'on vous demande un peu de lever un peu plus, de baisser un peu plus. Bon, heureusement qu'on le fait qu'une fois, ce genre de choses. Hein. Parce que moi, en fait, quand on reçoit un produit, on veut s'en servir de suite. On ne veut pas forcément passer 15 ans à le calibrer. Et après, vous avez votre score de calibration. 97,5. Pour moi, ça me convient. On commence avec le mode infrarouge sur une pièce qui est censée être simple à scanner. Donc je rappelle que l'infrarouge, c'est le mode qui a un peu plus de mal à scanner les éléments noirs. Donc sur cette pièce, c'est pas très réfléchissant, c'est plutôt très poussiéreux. Donc après quelques scans que j'ai fait, alors que j'ai du mal à vous montrer en temps réel par rapport à mon setup que vous voyez qui est plutôt le bordel pour filmer dans de bonnes conditions. Et pareil, vu que j'ai un 49 pouces, OBS, pour vous retranscrire sur vos écrans, je triche un peu. Donc vous voyez ici ce qu'on a pu obtenir assez facilement. Alors il y a 2-3 parasites qu'il faudra enlever avec le logiciel, comme vous voyez un petit peu en bas ou un petit peu en haut, ces espèces de moucherons. Bon, c'est rien de bien grave. En tout cas, on a une structure qui est plutôt propre. Vous avez un mode ici, comme vous voyez, sur la droite, le mode, on fait tout en un clic. Donc en gros, ça va un peu lisser, ça va un peu optimiser. Donc on attend le temps qu'il faut et vous voyez le résultat, sachant que là j'ai fait ressortir la couleur, ce qui en vrai n'a aucun intérêt à part pouvoir se masturber sur son scan. On voit que la main est un peu imparfaite, bon, j'espère vraiment que je ne vais pas me faire démonétiser pour un pénis grec. On voit qu'il y a quelques trous qu'on va essayer de remplir ensemble un peu. Mais globalement, moi qui suis encore une fois plutôt mauvais avec les scanners 3D, j'ai été assez... putain, j'aurais peut-être pas dû choisir cette figurine-là. Bref, je suis quand même assez satisfait du résultat. Donc on va lancer le mesh et là vous voyez le résultat entre guillemets exploitable. Alors j'ai utilisé le mode en bas pour remplir les trous. Alors moi le mode automatique sur mon logiciel était un peu capricieux, donc j'ai sélectionné finalement à la main les surfaces et là vous voyez que c'est plutôt pas mal. Hein. Alors j'en parlerai un peu en conclusion, mais si vous avez un peu de notions sur des logiciels de modélisation organique, c'est du plus, hein, ça vous permettra d'optimiser un peu plus. Franchement, si YouTube tu me démodélises, je vais en vouloir à la Grèce antique. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette statue. Je suis pas trop équipé. Donc là, ensuite, je l'ai chargé sur Sheet2Box, sur un slicer résine pour voir un petit peu. Ça peut être intéressant parfois, et c'est même des fois, ça peut être tout simplement recommandé, de réparer une pièce qu'on a scannée
dans un slicer au cas où il y aurait quelque chose que vous verrez pas. Mais à part ça, ça semble, je dis bien ça semble être exploitable en impression, même si le résultat mériterait d'être un petit peu peaufiné par un sculpteur. Compliquons-nous la vie avec encore une figurine pleine de poussière. Vous voyez que moi j'ai très peu de figurines, j'en ai 3, hein. C'est pour ça que j'utilise les 3 que j'ai. Une figurine de collector de Final Fantasy XIV, donc pareil, on va le faire au scanner infrarouge. Vous voyez ici que quand on est trop proche ou trop loin, on a la couleur qui change. Il faut essayer de maintenir le vert pour être à bonne distance. Vous voyez un petit peu sur l'écran sur la droite, on va avoir des espèces de vagues, j'ai pas le terme, qui va s'approcher de la couleur où on a, et quand on est vert, c'est qu'on est à bonne distance pour scanner de la façon la plus optimale. Ici, on voit un petit peu mieux, donc il faut jouer avec les distances pour essayer d'avoir le meilleur résultat. Ensuite, j'ai lancé un mesh, donc le one click. Alors effectivement, là, il y a des pièces et des angles noirs, et il y en a énormément, et je m'attendais à quelque chose de pire, hein. Donc bien entendu, si vous n'êtes pas un sculpteur, ce truc-là, vous pouvez rien en faire. Donc j'ai quand même lancé une optimisation automatique, puis un petit lissage, un petit mesh et tout ce qui va avec, et en vrai, si j'avais pas cherché à scanner un truc noir, ça serait pas trop vilain. Et quand on affiche la couleur, vous savez, c'est un peu la douille pour qu'on regarde moins les textures ou qu'on s'en rende moins compte. On a l'impression d'avoir effectivement la pièce qu'on a scannée. Mais cette pièce-là, dans les faits, ne sera pas exploitable. Donc j'essaye de tricher un petit peu avec le logiciel pour remplir les trous, pour éliminer tout ça. Mais c'est vrai que de près, ça fait un peu plus pâté, hein, malheureusement. On est toujours avec le modèle infrarouge, on n'est pas en lumière bleue. Alors ensuite, je l'ai mis dans un slicer résine. J'ai utilisé l'option réparer. Ça prend quand même pas mal de temps, hein. Et après, ça fait un truc dégueulasse. Donc, clairement, si vous n'êtes pas un sculpteur, là, ça sert à rien. Passons au scan d'un objet noir, cet étui à lunettes. Alors, on a sélectionné le mode Blue Laser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec un Blue Laser? Il faut soit mettre les espèces de pastilles blanches que vous voyez sur l'objet, soit sous l'objet, pour que le scanner, avec ses lignes, arrive à identifier ce qu'il doit scanner. Et là, en l'occurrence, en bougeant un peu la main, j'arrive à faire apparaître mon objet qui est complètement noir, hein. Alors, il faut aller bien dans les coins. Là, vous voyez que mon setup est un peu compliqué pour filmer dans des bonnes conditions. Vous voyez que mon ordi il est fixé en haut au mur, j'ai un grand écran devant, je suis obligé de faire passer plein de câbles. Donc après, mon bureau, il y a des claviers souris et plus les écrans, il faut trouver encore plus de la place. Bref, donc je vous le fais un peu en accéléré la procédure. J'ai eu un aperçu qui est... franchement, moi ça me convient. Ça me convient pour tester le produit, hein, ça me convient pas pour en faire quelque chose de productif. J'ai pas scanné les autres faces, mais on va tester ça sur un autre produit tout de suite. On va scanner cette figurine collector de Star Wars The Old Republic. Il s'agit du personnage Dark Malgus. Mettez un commentaire si vous avez la ref. Et là aussi, vous voyez la poussière. Donc, je l'ai posé sur mon tapis plein de pastilles et j'ai commencé à scanner comme... vous voyez que je galère à trouver les bons angles et à scanner dans les bonnes conditions. La figurine, donc on tâtonne un petit peu. Ça mériterait que je mette un peu de musique pour vous faire souffler. Après, il y a encore des gens qui vont dire que je suis trop bavard. On voit qu'on est obligé de la poser comme ça. Alors, j'ai pas mis la surface, mais je vais... le but, c'est de voir si en reproduisant la pièce à l'identique, ça se met dedans. Donc, vous avez le résultat brut qui est comme ça. Et en affichant les couleurs, vous avez quelque chose qui ressemble plus que bien à votre surface. Donc, on va faire l'autre côté maintenant. On le tourne, donc on fait pareil. On va procéder avec nos lignes et notre tapis dessous pour... que notre scanner arrive à le faire apparaître. Alors, il faudra faire plusieurs mouvements, jouer un peu avec la hauteur, jouer un peu avec l'angle, mais en quelques instants, on y arrive. Donc là, je vous mets, pareil, la procédure en accéléré. Donc, ça m'a pris environ 1 à 2 minutes. Hein. Là, on est quand même en accéléré en x3. D'ailleurs, je vais vomir si je continue de voir un plan aussi long. Et voilà, ensuite le résultat de l'arrière. Donc maintenant qu'on a l'avant et l'arrière, il y a une option pour combiner nos pièces. Donc il y a un mode automatique qui chez moi n'a rien donné. Donc je suis allé sur le mode manuel, il faut sélectionner 3 points d'accroche entre guillemets et qui va combiner la pièce en fonction des points qu'on va sélectionner. Donc il faut bien sélectionner les mêmes. Ensuite il n'y a plus qu'à nettoyer tout ce que vous voulez pas, donc tout ce que j'ai scanné à part. Et après vous allez pouvoir avoir un résultat qui est pas trop mauvais. Donc ça je vous le fais en accéléré. Il ne nous reste plus qu'à remplir les trous de façon automatique. Donc là aussi, pareil, le logiciel ne va pas forcément vous reproduire à l'identique votre figurine, vu qu'il va faire un espèce de lissage des trous. En mode automatique, ça n'avait rien donné, je suis passé en mode manuel et j'ai sélectionné le trou. Et là, ça a l'air d'être plus que convenable, hein, vraiment. J'ai pas trop à me plaindre, moi qui sais pas sculpter, ça peut me convenir. Et voilà le résultat définitif. Est-ce que vous avez quelque chose à redire quand je vous demande comme ça? Bon, ok, là, il est un peu dégueulasse.
On a les pieds, on a les ancrages de nos pieds, on a la cape, on a la texture de la cape, on a les textures sur les bras et les pieds. Là, regardons de plus près avec notre figurine. Donc ouais, effectivement, l'œil gauche aurait pu être mieux. L'emplacement pour le sabre laser et le bras, perso, alors on voit qu'on est peut-être un petit peu perdu en détail et en définition. Mais globalement, la cape est propre, les angles sont propres. Le dessous, ouais, il faudra peut-être encore boucher quelques trous. Mais à part ça, c'est vraiment bien. Voilà. Donc là, après quelques modifs pour boucher les trous définitivement, on regarde sur 3D Builder et on a une pièce qui semble être capable d'être imprimée. Donc là, je le regarde avec Bamboo Studio. Je ne vais pas imprimer ça en filament, hein, je vous rassure. Mais pour voir que le slicer est capable de l'utiliser, n'hésitez pas quand même à procéder à une réparation. Pareil sur un slicer résine comme She2Box, hein, ça m'a l'air plus que correct. Sachant que la pièce, elle pèse de mémoire plus de 200 MO quand même, donc on a scanné de nombreux polygones. Donc là encore, j'insiste sur le fait qu'il vous faut quand même un GPU assez performant si vous ne voulez pas y passer trop de temps. On voit qu'effectivement la main n'a pas été scannée correctement. Bon, après, c'est toujours un peu difficile de tout scanner ou alors il faut vraiment y prendre beaucoup son temps. Mais moi, je ne vous cache pas que pour ce que je vais en faire, je m'en fous royal. Donc j'ai voulu l'imprimer là, vu que je suis en train de tester la Aegir's Reflex RS Turbo. Je suis allé là-dessus, donc j'ai utilisé le slicer, j'ai fait une génération automatique de support, j'ai pas voulu me casser la tête, j'ai testé avec une résine flexible qui m'a envoyé récemment. J'ai mis de l'anti-aliasing, hein. je mets de l'anti-aliasing. Donc j'enlève les supports méga flexibles avec la résine méga flexible, donc ça s'enlève comme papa dans maman, mais ça, j'y reviendrai un peu sur le test définitif que je vous sortirai de la machine. Bon, après, je vous montre pas non plus le détail où j'enlève ce qui reste au scalpel. Et vous voyez, le bonhomme, en fait, franchement, c'est propre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez perso, moi je trouve ça très bien. Donc comparé à l'original qui est ici, qui est peint, on a quelque chose qu'à mon avis, avec un bon peintre, on peut réussir à faire une presque figurine collector. Je dis bien une presque figurine collector. Je la ferai pas peindre malheureusement, c'est vrai qu'il aurait fallu que je pousse un peu le délire, mais je veux pas passer 15 ans. Le dessus, le dessous, est-ce qu'en termes de dimension c'est bon? Est-ce que ça va là-dedans? Alors oui, ça y va, effectivement il y en a un endroit où c'est un peu plus épais. J'ai peut-être raté le scan d'un truc de pied, ou peut-être que j'ai raté l'impression, mais en vrai il va dedans, il tient. Et je pense qu'avec un peu de peinture, et pour peu que la personne sache sculpter un petit peu, on est capable de reproduire à l'identique, voire de faire mieux que la figurine qu'on a scannée. Allez, on passe à la conclusion. Alors, quoi dire sur ce Raptor? Alors moi j'ai toujours été une merde avec les scanners 3D, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'arrivais pas à faire des trucs qui me plaisaient. La preuve, vous ne m'avez jusqu'à présent jamais vu imprimer un truc avec un scanner 3D. D'ailleurs, message à tous ceux qui font des tests de scanner. Vous pouvez imprimer ce que vous scannez. Non, parce que je vais en parler tout de suite. Même si il est formidable, et c'est vrai que j'ai enfin réussi à utiliser quelque chose. Dans les faits, pour moi, il faut toucher au moins un petit peu à la modélisation organique, hein, selon ce que vous voulez faire. Bon là, il y avait le cas d'une figurine, mais pour le paramétrique, il m'est déjà arrivé d'utiliser Fusion pour faire des scans, mais souvent pour le paramétrique, vous allez peut-être gagner plus de temps à reproduire la pièce que plutôt qu'à la scanner, puis à modifier le 3 détails, à voir les défauts, bon bref. La preuve, c'est que moi, j'ai acquis à un prix quand même assez conséquent, un scan d'une moto en 3D. Un scan professionnel, que c'est pas moi qui ai scanné, où il y avait vraiment tous les mini-détails. La pièce était inexploitable en impression 3D, j'ai dû passer par Nicolas Delisle, formateur ZBrush, qui a, merci à lui d'ailleurs, pu jeter un œil et corriger le 3 éléments pour que ce soit utilisable. Mais en vrai, pour optimiser, il aurait fallu le faire en plusieurs morceaux, etc. Parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas prévus pour l'impression, ou des éléments qui ne seront pas optimisés parce que vous allez devoir mettre des supports à des endroits inadaptés, des éléments qui sont peut-être trop fins pour être imprimés. Enfin, une moto, vous la scannez, les jantes, c'est impossible à sortir correctement, même en résine, puisque c'était plus fin au scan, même en augmentant l'échelle, que les supports que je mets d'habitude. Il aurait fallu, donc quand tu as des pièces qui sont plus fines que tes propres supports, c'est un peu délicat. Donc il aurait fallu retoucher ça en modélisation et prendre élément par élément, tout retoucher. Ça prend un travail monstre, mais en fait pour avoir un scan de bonne qualité, pour moi, c'est indispensable. Donc c'est pour ça que la majorité des pièces que vous pouvez avoir avec un scanner 3D, qu'est-ce que vous voulez en faire? Même le truc que j'ai imprimé qui est beau, je pense que si vous avez le talent de pouvoir modéliser ou de pouvoir modifier une pièce avec du ZBrush, avec du Blender, peu importe, vous allez gagner en détail. Pour moi, les scanners 3D, c'est pour faire gagner du temps à tous ceux qui ont la capacité de modéliser des pièces. Là, oui. Et c'est vrai que par rapport au Miraco, encore le Miraco, il se démarquait surtout parce qu'il était indépendant. Là, vous êtes obligé d'avoir un PC
performants. Mes mini PC que j'utilise dans mon local professionnel sont incapables d'exploiter ce scanner 3D. Il faut un GPU dédié, de préférence pas trop mauvais, hein, si vous voulez pas passer 15 ans à faire ça. Mais à part ça, pour l'usage, je l'ai trouvé formidable. On a quand même la tête infrarouge, donc comme les scanners tout public ou ce qu'on voit généralement, mais qui galèrent avec les surfaces réfléchissantes, qui galèrent avec le noir, qui galèrent avec certains autres éléments. Et là, on a la laser bleue qui n'a pas ce genre de problème, peut-être avec le transparent à voir, mais qui demande par contre d'utiliser une surface marquée ou d'avoir des espèces de gomme, soit sur la pièce, soit sur la surface. Donc quand c'est la taille que j'ai fait, une vingtaine, une trentaine de centimètres, vous pouvez vous servir exclusivement du tapis. Si vous voulez scanner un véhicule, un ordinateur ou un écran, ce genre de choses, peut-être qu'il faudra mettre des pastilles dessus. Donc ça, c'est quelque chose que je ne veux pas faire, j'ai trop la flemme. C'est pas mon usage. Maintenant, dans mon cas, moi qui suis testeur, qui doit tester un produit dans un délai le plus court possible et qui en plus doit apprendre à utiliser un appareil, je vais y revenir un peu plus tard, clairement pas le temps. Pour un industriel qui doit justement reproduire une moto, reproduire, je ne sais pas, des grosses enceintes avec un scanner, peut-être que ça vaut le coup qu'il perde une demi-journée à mettre ses patchs, à scanner, et après à refaire la retouche, alors que sinon il aurait dû passer une semaine à le faire. Donc là-dessus, c'est un usage. Maintenant, c'est pour ça que je précise, si vous êtes un petit hobbyiste qui aime bien imprimer ses pièces, qui pense qu'il va pouvoir reproduire ses figurines, collection, et les peindre lui-même pour faire business, ou peu importe ce qu'il en veut, oui, et en même temps, bof. Ça veut dire que ça va faire un peu pièce de chez Wish, hein, votre scan, on va pas se mentir. Je ne peindrai pas le Dark Malgus que j'ai scanné, mais je pense clairement qu'on sera quand même un poil en dessous en termes de qualité. Mais si quelqu'un a la capacité de retoucher ce genre de scan, c'est possible. Donc clairement, si vous êtes, je le répète pour la 12e fois parce que pour moi c'est important, si vous êtes un modéliste 3D, ou si vous touchez un peu, je pense qu'il ne faut pas avoir d'énormes compétences, hein. Si vous avez des notions assez importantes, oui, ça peut être pour vous. D'ailleurs, si vous cherchez une formation ZBrush, regardez la chaîne de Nicolas Delisle. Vu qu'il m'a aidé gratuitement, il m'a rien demandé, je lui ai dit, tu peux pas me donner un coup de main, j'ai un scan, je peux rien en faire, que c'est pas moi qui ai scanné, hein, je me suis renseigné un peu, le scanner qui a été utilisé pour la moto, il coûte à peu près 50 fois celui-là, hein, le prix de celui-là. D'ailleurs, en promotion sur Geekbuying, à moins de 4 chiffres, ça, c'est un budget phénoménal, c'est pour ça que je mets bien en garde qu'il faut que vous en ayez l'usage, mais par rapport à ce que c'est, et par rapport à ce qu'étaient les scanners il y a quelques années, on est sur quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant, pour en revenir à mon expérience, je sais ce que je disais au début, je suis très mauvais avec les scanners 3D, j'ai jamais eu des choses qui me convenaient, parce que, ma préparation était souvent bâclée, c'est-à-dire que je mettais pas forcément les outils et les objets les plus faciles à scanner, il fallait apprendre à utiliser l'appareil, il fallait apprendre à utiliser un logiciel, il fallait parfois utiliser des sprays marquant que les marques m'envoyaient pas, il fallait faire gaffe aux matières noires, il fallait que l'éclairage soit correct. Là, je me suis pas trop cassé la tête, il a fallu que je comprenne un petit peu le logiciel. J'ai beaucoup échangé avec le copain Olivier de la chaîne All Passion qui a fait un test beaucoup plus complet que moi sur ce Raptor, qui va beaucoup plus en détail les différents modes, parce que là j'ai pas trop détaillé comment ce qu'il faut mettre dans le logiciel, jusqu'à l'installation du logiciel avec les pilotes, parce qu'il y a un pilote un peu technique. Moi j'ai pas trop de problème à ce niveau là, mais si ça vous arrive, allez voir sa vidéo. Et en tout cas merci à lui de m'avoir aidé, parce qu'au début j'ai eu des mauvais résultats qui sont plus liés au logiciel qui est à mon sens perfectible. En quel niveau? Vous l'avez vu, il y a l'option de remplissage de trous commande automatique qui captait rien. Voilà, ça marchait pas. Alors il y a peut-être eu des mises à jour depuis. Il y a la fusion des éléments, c'est-à-dire que vous allez scanner plusieurs plans, puis il y a un mode automatique qui est censé permettre de combiner les 3 modes. Moi, ça n'a jamais rien donné, j'étais obligé de le faire en manuel. Et étrangement, sur mon écran panoramique, quand j'étais en plein écran, mes clics de souris, ils n'allaient pas du tout au bon endroit. Donc au lasso, c'était vraiment compliqué. Par contre, quand je réduisais la fenêtre, ça marchait. Mais pendant un moment, j'ai fait, mais il est pourri ce logiciel, il y a un truc qui va pas. Ça ne devrait pas exister, ce genre de bug, mais des gens qui ont des 49 pouces, en même temps, il n'y en a pas des masses. Donc je peux accepter ce genre de problème. Voilà, donc c'est pour les principaux défauts. Je pense que le logiciel manque encore de 2-3 mises à jour de perfectionnement pour que l'utilisateur soit un peu plus tranquille. Je suis pas trop fan des câbles par rapport à mon... Alors c'est pas forcément les câbles, enfin, vous avez vu, mon setup il est particulier, j'ai mon ordi qui est fixé au mur, en haut, hein. Pourquoi m'emmerder? J'ai fait une œuvre d'art qui est pas faite pour ça, donc le câble il passe par devant l'écran, je suis comme ça en train de galérer, pour peu qu'il faut éclairer un peu mieux, vous êtes comme ça, puis vous regardez en même temps sur l'écran qui est de l'autre côté. Alors, on a comme je vous l'ai dit, pareil, on a le curseur qui change de couleur, c'est pas mal, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça demande pour moi, pour être optimal, un environnement vraiment adéquat. Et encore une fois, si vous êtes un professionnel, de toute façon, quand vous achetez un produit à 1000 €, c'est pour en faire un usage vraiment, on va dire un peu plus correct que moi, simple testeur. Quand on lui envoie un truc, t'en penses quoi? Je dis oui, ça marche, mais à côté, je ne suis pas un professionnel du scan 3D, je ne suis pas un professionnel
de la 3D, de la reproduction 3D. Hein. Je suis toujours encore amateur, même si aujourd'hui j'ai quelques revenus liés à ça. Je suis pas ingénieur et je suis pas responsable d'un bureau d'études techniques. Là, ça peut l'être, par exemple. Mais à part ça, cette laser bleue permettra de compenser les manquements des autres scanners 3D qui sont principalement infrarouges et qui ont un peu plus de difficulté à être scannés. Pour scanner un véhicule, vous allez quand même en chier, il faudra mettre des gommettes, des choses partout, il faudra vous balader avec le PC portable ou une rallonge méga longue pour relier ça, et il faudra que votre PC portable il coûte un bras parce qu'il faut un GPU assez performant. Donc scanner tout ça, là il n'est pas branché, mais en vrai le brancher avec un câble qui doit faire même 2 mètres, c'est pas forcément pratique. En tout cas, c'est pas le plus simple. Mais encore une fois, si c'est pour un environnement productif, vous allez avoir un environnement dédié à l'utilisation de votre scanner. Hein, ce que je recommande, à moins de prendre le Miraco de chez RevoPoint, qui lui est indépendant, en fait, ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'un GPU, vous n'avez pas besoin d'un PC connecté, c'est la force pour moi du Miraco de chez RevoPoint. Là, vous avez une plus grosse polyvalence, mais moins de mobilité. Mais à part ça, je suis content, j'ai réussi à scanner une pièce et j'ai réussi à la réimprimer et je trouve qu'elle n'est pas dégueulasse. Et ça, j'avais pas trop les coronesses de le faire avec mes autres scanners parce que je scannais pas les pièces qui m'intéressaient. Là, c'est plutôt pas mal. Alors certes, c'est un budget important, on parle du prix de 2 belles imprimantes résine, hein, par exemple. Mais il faut dire que les premiers RevoPoint un peu compliqués qui demandaient le PC, qui scannait rien, qui étaient compliqués, qu'il en fallait 3 pour être polyvalent sur la forme et la taille des objets, ça coûtait entre 500 et 800 € le scanner. Là, vous en avez un qui fait toutes les tailles, si vous voulez. Vous en avez un qui reste en infrarouge, si vous avez juste un simple besoin d'infrarouge, c'est-à-dire scanner la même chose que ce que faisaient tous les autres scanners d'avant. Et vous avez la lumière bleue qui vous permettra de tricher sur certaines pièces qui ont des éléments, notamment sombres, qui pourraient ne pas être vus par les infrarouges. Donc, à ce prix-là, oui, c'est cher, oui, c'est un budget, oui, c'est pas pour toutes les bourses, mais vous n'aurez pas de propositions moins chères, surtout qu'en ce moment, hein, c'est Geekbuying qui m'a envoyé le produit. Il est à moins de 900 € sur le site. Lien en description, lien affilié, bien entendu, blablabla, etc. Je ne suis pas un vendu, j'ai beaucoup aimé ce produit. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous laisse avec le bêtisier. Ciao, à la prochaine. Il n'est pas branché. Message à tous ceux qui font des scans Message à tous ceux qui font... Dans les faits, il faut, pour moi, PC, comme je vous l'ai dit, qui sont dans... formidable. On a quand même la tête infrarouge, donc, comme les scanners... qui coûtent... pour l'utilisation, l'impression des drives, pour l'apprentissage. Mais à part ça, cette laser bleue permettra de compenser les manquements des autres scanners 3D en termes d'infrarouge. Et encore une fois, à un prix qui est certes un budget, mais encore une fois, ça fait 10 fois que je fais encore une fois,